que vous entendez derrière. Ce petit sentiment de solitude quand on ne sait pas très bien comment les choses vont se mettre en place. Alors, je crois qu'on est en direct. Oui. Oui, nous y sommes. Alors. Giovanna, Bien, vous êtes... parfait. On y est. Il y a déjà des personnes qui se connectent. On a à peu près une centaine de personnes déjà qui nous suivent en direct. Bonjour à tous. Bonjour de nous retrouver pour ce Facebook Live ce soir. On va parler ensemble donc, de CAF-TRIO, ce traitement qui est vraiment véritablement une source d'espoir pour de nombreux patients. On va faire point ensemble pour répondre à un maximum de vos questions et vos interrogations. Pour ce Facebook Live, je suis accompagnée de différents intervenants avec moi, dont Pierre Foucault, donc président de l'association Vaincre la mucoviscidose, Paola De Carli, directrice de la recherche, et le professeur Pierre-Régis Burgel du CERSEM Hôpital Cochin à Paris. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci d'être là, en tout cas pour l'association et pour toute notre communauté qui est sur Facebook et qui nous regarde. On est également accompagnés de Germain et Tiffaine. Vous êtes donc tous les deux patients atteints de mucoviscidose, et vous allez nous partager donc, pendant ce live votre expérience CAF-TRIO, donc bien sûr dans le cadre d'une autorisation temporaire d'utilisation nominative. Bonjour à tous les deux, merci en tout cas de votre participation à ce live et de partager votre expérience avec nous. Bonjour Giovanna, bonjour à tous. Si vous avez des questions pendant ce live, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire sous le post. On va essayer d'y répondre à la fin aussi en session questions-réponses. Je précise que si vous avez des questions en tout cas personnelles ou cas par cas, je vous invite à envoyer un mail à recherche@vainclamuco.org. On pourra y répondre de manière beaucoup plus précise, en tout cas vous concernant. On va commencer avec Paola. Paola, est-ce que tu veux bien, donc, pour débuter ce Facebook Live, nous présenter un petit peu CAF-TRIO, nous expliquer ce que c'est, à qui il est destiné et pourquoi CAF-TRIO est donc si attendu, en tout cas en France, ici. Bien sûr, merci Giovanna de cette introduction. Donc, CAF-TRIO est un médicament modulateur de la fonction de la protéine CFTR, qui est la protéine qui dysfonctionne ou qui n'est pas présente chez les patients atteints de mucoviscidose. C'est un modulateur, donc il essaye de réparer la fonction de cette protéine, comme d'autres modulateurs de CFTR, comme Kalydeco. Il y en a 3 qui ont, en plus de CAF-TRIO, Kalydeco, Orkambi et Synkevi. Ils ont tous une particularité, ils ciblent donc la cause de la maladie et pas les symptômes. Comment ils font cela? CAF-TRIO est la combinaison de 3 principes actifs, un activateur de la protéine et 2 correcteurs de la protéine. Donc, il s'agit d'une trithérapie, alors que les autres modulateurs dont je parlais, c'était soit une monothérapie, Kalydeco, soit des bithérapies, Orkambi et Synkevi. Donc, pourquoi est
il est si attendu, Kaftrio. Donc, comme je vous disais, c'est parce qu'il cible la cause de la maladie et pas que les symptômes, mais aussi parce que par rapport aux autres modulateurs, a démontré d'être plus efficace, et Pierre-Régis va nous en parler, et aussi, il s'adresse à une population plus large par rapport aux premiers modulateurs qui ont été développés. À qui il est destiné? C'est bien entendu une question que vous tous vous posez. Donc, il faut savoir que la première autorisation de mise sur le marché qui a été obtenue par le laboratoire Vertex pour Kaftrio concerne les patients de 12 ans et plus, donc il y a un âge précis, de 12 ans et plus, et qui ont un profil génétique bien défini, c'est-à-dire ils ont 2 fois la mutation F508del, qui est une mutation, la mutation la plus commune dans la mucoviscidose, ou bien ils ont une copie de cette mutation F508del et une fonction dite minimale. Qu'est-ce que c'est une fonction minimale? C'est une mutation qui mène soit à la production d'une protéine qui n'est pas du tout fonctionnelle, soit il n'y a pas du tout de production de protéines. Alors, voilà, ça c'est la population cible. Mais il faut essayer de comprendre le principe de fonctionnement de Kaftrio. Les essais cliniques ont démontré que pour être efficace, Kaftrio, comme tous les autres modulateurs, il faut qu'il y ait au moins un peu de protéines. Parce que sans la protéine, on ne peut pas arriver à rétablir du fonctionnement. Et donc, on a démontré au fur et à mesure dans les essais cliniques qu'il suffit d'y avoir une copie de la mutation F508del pour que la combinaison de ces 3 molécules soit efficace. Donc, on peut s'attendre, on le sait déjà, que cette population initiale de la première autorisation de mise sur le marché soit prochainement élargie à tous les patients qui produisent au moins un petit peu de protéines. C'est ça l'essentiel. Et donc, voilà, dans les années à venir, on aura des extensions successives. Mais aujourd'hui, on est sur la cible de la première AMM, donc 12 ans et plus, homozygote, donc 2 copies F508del, ou hétérozygote F508del et fonction minimale. Juste un petit point rapide, après je passe la parole aux autres intervenants. Les patients greffés, on en parle beaucoup, ils ne sont pas la cible première malheureusement des modulateurs. Pourquoi? Parce que malheureusement, il y a une interaction entre les modulateurs, tous les modulateurs, et aussi Kaftrio, et les médicaments que les patients transplantés sont obligés de prendre pour éviter le rejet de greffons. Donc, pour que il y ait un bénéfice des modulateurs, il faudrait vraiment que le rapport bénéfice-risque entre la prise des modulateurs et le risque de rejet du greffon soit favorable. Et malheureusement, pour les patients transplantés pulmonaires, ce rapport bénéfice-risque est défavorable. Donc, ce n'est pas à ce jour recommandé pour eux. On ne dispose pas de données parce que les patients transplantés n'ont pas participé aux essais cliniques, donc il faudra plus de données dans ce domaine. Pour les patients transplantés d'un autre organe que les poumons, il se peut que ce rapport bénéfice-risque soit plus favorable, mais à ce jour, la recommandation est d'étudier au cas par cas ces situations. Merci Paola. Donc effectivement, Kaftrio n'est pas recommandé, en tout cas pour les patients greffés, il n'est pas dédié à ces personnes-là, mais néanmoins ça concerne une large population, en tout cas de patients atteints de mucoviscidose. Justement sur ce sujet, Dr Burgel, vous êtes à l'initiative d'une étude pour les patients qui bénéficient de Kaftrio, donc via l'autorisation temporaire d'utilisation nominative.
Et vous venez donc de publier les premiers résultats de cette étude sur 245 patients. Est-ce que vous pouvez justement nous en dire plus sur cette première analyse que vous avez menée? Bien sûr. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de me donner la parole. Donc, je vais partager mon écran de façon à vous donner un nombre très minimal, rassurez-vous, de diapositives pour vous expliquer un petit peu où on en est avec ce traitement. Donc, il y a un petit peu deux aspects différents. Il y a un aspect résultat des essais cliniques et après un aspect résultat des données en vraie vie en France de l'autorisation temporaire d'utilisation. Donc, pour faire très rapide, les essais cliniques, c'est des patients qui ont entre 40 et 90% de fonction respiratoire. Habituellement, dans ces essais, on exclut les patients qui ont des maladies respiratoires trop sévères, de peur qu'il y ait des effets indésirables. Et donc, ces études, qui sont les essais cliniques de phase 3 qui ont amené à la commercialisation du médicament, ont été faites sur à peu près 500 patients. On vous a dit qu'il y avait deux types d'indications, soit des gens qui ont deux mutations delta F508, soit des gens qui ont une mutation delta F508 et une mutation fonction minimale. On a maintenant un recul sur ces études, sur la publication de ces données, qui est un recul d'environ 1 an, voire même un petit peu plus, 1 an et demi pour certains sous-groupes de patients. Et qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Il faut retenir qu'en essai clinique, dans ces populations sélectionnées, on a une amélioration de la fonction pulmonaire avec le VEMS qui s'améliore de 15% à peu près. On a une prise de poids de l'ordre d'1 kg par mètre carré. Ça correspond à des prises de poids qui sont entre 3 et 7 kg, on va dire. Et on a une amélioration de la qualité de vie et des exacerbations respiratoires, de la nécessité d'avoir des antibiotiques. Donc ça, c'est les résultats d'essais cliniques. Si on regarde les résultats de l'autorisation temporaire d'utilisation nominative, de quoi il s'agit? Il s'agit de patients de 12 ans et plus qui ont au moins une mutation delta F508 et qui avaient en France une pathologie sévère caractérisée par une fonction respiratoire très basse, un VEMS à moins de 40%, et ou une indication déjà portée ou imminente de greffe pulmonaire. Ça représente en France 470 patients actuellement inclus dans le programme, sur à peu près 3000 patients qui ont été estimés par la commission de transparence comme étant éligibles sur la base de leur mutation à ces traitements. Les inclusions dans ce programme sont toujours en cours. C'est un programme qui a été initié en décembre 2019, donc il y a maintenant 1 an et demi. Une question qui revient souvent, c'est de savoir quels sont les effets indésirables de ces traitements, en particulier dans la population de patients sévères de l'autorisation temporaire d'utilisation. Et je crois qu'on va détailler un petit peu cette liste, mais le premier message, c'est globalement, le traitement est bien toléré, ce qui n'était pas du tout le cas, par exemple, avec l'Orkambi dans les populations sévères où on avait des problèmes respiratoires importants. Là, il y a quelques problèmes. Il ne s'agit pas de cacher des problèmes qui peuvent arriver, mais globalement, ça se passe bien. Les problèmes, c'est parfois des petits problèmes cutanés. On a des gens qui ont un peu d'acné. On a de façon beaucoup plus rare, vous voyez, 3,8% des gens qui ont ce qu'on appelle un rash cutané diffus. Ça veut dire qu'ils ont, au bout d'une dizaine de jours de traitement, la peau qui est toute rouge et globalement, on arrive à les soigner et à continuer le traitement. On a quelques autres symptômes, des gens qui ont mal à la tête, des symptômes gastro-intestinaux, des gens qui ont mal aux muscles, qui ont des arthralgies. Mais tout ça, vous voyez, ça reste assez faible. On est de l'ordre de 3, 4, 5%. Les gastro-intestinaux, c'est un petit peu plus élevé, c'est 10%, mais il faut se souvenir quand même que c'est des symptômes qui sont largement présents chez les patients qui ont la muco. Quelques petites anomalies du bilan hépatique, de la bilirubine, des enzymes musculaires qui justifient qu'il y ait des prises de sang dans les surveillances, mais qui ne sont pas particulièrement inquiétants. Et sur les 236 premiers patients, on n'avait aucun arrêt définitif de traitement lié aux effets indésirables. Derrière, quels sont les effets bénéfiques? Bien, les effets bénéfiques, c'est un gain de VEMS de 15%, donc la même chose que ce qu'on retrouvait dans les essais cliniques sur des malades qui étaient moins sévères. Un gain de poids qui est ici à 4 kg, qui peut éventuellement être un petit peu supérieur. Ça, c'était des données qui étaient faites à 3 mois de traitement. Une amélioration des échanges gazeux. Quand on dit échange gazeux, c'est l'oxygénation, le gaz carbonique, avec chez des patients qui avaient besoin d'oxygène, moins besoin d'oxygène, chez des patients qui avaient besoin de ventilation non invasive, moins besoin de ventilation non invasive. Et puis, des effets très importants qui ont été observés sur les sorties de liste de greffe pulmonaire.
ou sur la non-inscription sur des listes de greffe pulmonaire chez des patients qui étaient en cours de considération pour une greffe pulmonaire. Je vous ai mis ici sur le tableau les chiffres de l'Agence de la biomédecine sur la transplantation pulmonaire en 2018, 2019, 2020. La diapositive est en anglais, je m'en excuse, mais cystic fibrosis, c'est la mucoviscidose. Vous voyez qu'en France, en 2018, on transplantait 72 patients atteints de mucoviscidose. En 2019, 80 patients. Et en 2020, seulement 33 patients. Ça fait une diminution de 56%. Il y avait pour les autres maladies une diminution parce que c'était l'année Covid avec un petit peu moins de greffe pulmonaire. Mais la diminution pour la mucoviscidose est le double de la diminution pour les autres maladies, simplement parce que, globalement, le traitement améliore les patients de façon à ce qu'on peut les sortir de liste de transplantation pulmonaire ou ne pas les inclure sur une liste de transplantation pulmonaire. Malgré tout ça, on a plein de questions, parce que pour l'instant, on est au début de notre prise en charge, au début de l'analyse. Qu'est-ce qui se passe sur la nécessité d'antibiotiques, les exacerbations? Manifestement, ça diminue, mais on n'a pas encore beaucoup de chiffres là-dessus. Qu'est-ce qui se passe sur les autres traitements? Quand on était avec l'Orkambi, on était sur un traitement supplémentaire et c'était tout. Là, on est sur un traitement où manifestement, il y aura progressivement la possibilité d'arrêter d'autres traitements, mais on insiste sur le caractère progressif et sur le manque de données encore à ce stade. Le maintien des effets dans la durée, ça a l'air d'être le cas, mais là non plus, on n'a pas beaucoup de données chiffrées. Les effets dans la durée, en particulier sur l'indication de greffe, quand on est sorti de liste de greffe, est-ce qu'on va rester hors de la liste de greffe sans nécessité de greffe? Très probablement de façon prolongée, mais ça reste à prouver. On rappelle que c'est des médicaments qui sont des médicaments qui ne guérissent pas de la mucoviscidose. C'est des médicaments qui, tant qu'on les prend, permettent de diminuer les symptômes, permettent d'améliorer la fonction pulmonaire, permettent de faire tout un tas de choses. Mais si on arrête le traitement, on revient à la situation antérieure, et ce, de façon très rapide. On a des problèmes de contraception et de grossesse. En ce qui concerne la contraception, beaucoup de choses ont été dites. L'Orkambi, en particulier, inactivait la contraception. Ce n'est pas le cas du Kaftrio. Par contre, le Kaftrio augmente ce qu'on appelle la fertilité chez la femme. Donc, il y a eu des grossesses sous Kaftrio, des femmes qui se sont fait, entre guillemets, je mets tous les guillemets nécessaires, piégées, qui ne s'attendaient pas à avoir une grossesse et qui se sont retrouvées enceintes. On a actuellement entre 10 et 15 grossesses en cours en France avec certaines femmes qui ont déjà accouché et ça a l'air de bien se passer. On n'a pas beaucoup de données sur les effets, sur d'autres choses, sur les effets digestifs en particulier, sur les effets sur le contrôle ou l'apparition du diabète ou sur la possibilité d'autres effets indésirables. On sait qu'il peut y avoir, plus on multiplie le nombre de patients traités, plus il peut y avoir des effets indésirables rares. De ce fait, il y a une nécessité absolue de poursuivre les études en vraie vie en France. La France est très bien organisée pour ça. On a fait des études sur l'Orkambi, on a initié les études sur le Kaftrio, et tous les patients qui vont être traités par Kaftrio en France se verront proposer de participer à ces études qui permettent simplement de comprendre ce qui se passe, de colliger l'efficacité, de colliger les effets indésirables et d'avoir des données nationales françaises sur le sujet. Je termine simplement pour vous dire qu'en lien avec Paola De Carli, son équipe avec la mucoviscidose et avec les patients sévères qui ont participé à l'autorisation temporaire d'utilisation, il y avait un recueil d'avis des patients sur leur traitement qui avait été fait, c'était l'été dernier, et ça a permis d'avoir des analyses de ce type-là, qui sont les mots employés par les patients pour décrire l'effet du traitement par Kaftrio. Donc vous avez ici ce nuage de mots qui est en forme de pilule de Kaftrio et dans lesquels il y a les mots employés par les patients, et plus les mots sont en gros, plus ils ont été employés 2 fois. Vous voyez que c'est un grand message d'espoir pour beaucoup de monde. Je m'arrête là et je vais laisser la parole aux autres intervenants. Merci, Dr Burgel, pour cette présentation. Donc, on voit bien dans le retour de votre étude, il y a une capacité respiratoire de 15% qui augmente. Voilà, beaucoup encore d'interrogations au niveau de la grossesse et des effets indésirables. Je pense que beaucoup de personnes vont avoir des questions. J'ai d'ailleurs reçu quelques questions de personnes. J'en prie pour vous dire qu'on en reviendra, on a bien vos questions. On y répondra à la fin de cette présentation. Mais voilà, en tout cas, source d'espoir dans le nuage de mots, espoir,
amélioration de qualité de vie, bien-être, vraiment. Donc, c'est un traitement qui est vraiment attendu par de nombreux patients. Germain, Tiffaine, vous êtes d'ailleurs des patients qui ont pu bénéficier en tout cas de Kaftrio sous l'autorisation temporaire d'utilisation. Est-ce que vous pouvez nous faire part un peu de votre retour d'expérience justement sur la prise de Kaftrio? Tiffaine, est-ce que tu veux bien commencer? Ouais, je vais commencer, merci. Donc oui, je m'appelle Tiffaine Tanguy, donc j'ai 31 ans. J'avais 33% de VMS quand j'ai commencé Kaftrio, mais à savoir que j'étais en cure intraveineuse H24. En fait, c'est ce qui maintenait ce VMS. Sinon, si j'arrêtais la cure, forcément, je chutais à moins de 30%. Donc j'étais sous oxygène. À l'effort, puis normalement en permanence. Mais bon, l'histoire d'oxygène, c'est accepté plus ou moins bien. Donc voilà. J'ai fait mon bilan pré-greffe à Foch et à cette époque, j'avais déjà eu une réponse positive. Je venais juste d'avoir la réponse positive de Vertès, comme quoi j'allais bénéficier de Kaftrio. Et j'ai commencé, donc je suis suivie à Roscoff, au CRCM de Roscoff. Je l'ai commencé le 13 février. Donc assez rapidement, mais à savoir qu'à cette époque, on avait fait le dossier en novembre 2019, donc il y avait beaucoup plus d'attentes en fait pour savoir si j'allais bénéficier ou pas de Kaftrio. Donc quelle chance, hein, un espoir fou forcément, comme on le dit depuis tout à l'heure. Moi, ça a été le cas dès la première prise parce que j'ai eu une purge, comme on dit, donc c'est pas obligé de l'avoir. Une purge, c'est à savoir que j'ai beaucoup expectoré plus que d'habitude, mais c'était fluide, voilà, ça allait tranquillement, mais sûrement pendant moins de 3 jours à peu près. Et ma première nuit, je m'en souviendrai toute ma vie, je pense, parce que c'était vraiment une nuit. J'ai dormi comme un bébé et sans tousser, sans avoir de quinte de toux, et surtout le lendemain matin, d'habitude, j'ai des grosses quintes de toux prêts à vomir, excusez-moi l'expression, hein, mais c'était le cas, comme beaucoup nombre de mucos d'ailleurs. Et là, je me suis réveillée vraiment rien, quoi. Et depuis, c'est resté tel quel. Je n'ai plus de tout d'ailleurs. Je n'ai pas beaucoup d'expectoration, même s'il m'en reste un petit peu, mais voilà, c'est très, très, très peu. Et surtout, j'ai monté ma capacité pulmonaire à jusqu'à au moins 43% max. C'est stabilise entre 38 et 43%. Donc, en effet, je n'ai pas eu beaucoup d'augmentation, mais ma qualité de vie a largement, c'est complètement amélioré, quoi. À savoir que j'ai plus de cure intraveineuse depuis 1 an et demi. Donc, du coup, je me suis fait j'ai supprimé, enfin, je me suis fait retirer ma chambre implantable il y a très peu de temps, avec accord des médecins, forcément. On a beaucoup discuté, voilà, on a eu assez de recul pour savoir qu'il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas, ça se passe moins bien. Et puis, j'ai pas eu beaucoup de cures par voie orale, donc par Péros. Juste en septembre, où mon fils a attrapé un rhume avec l'école, forcément, donc je l'ai attrapé aussi. Mais avec du Péros, ça s'est très vite réglé, chose que d'habitude, ça ne se faisait jamais. Donc, c'est vraiment un soulagement total. J'ai eu en effet des effets indésirables, à savoir au tout début de Kaftrio, donc j'ai eu des yeux secs, donc il fallait apporter des larmes artificielles pour les réhydrater. Un rash cutané au bout d'1 mois. Ça a pris carrément le dos, la poitrine et le visage. Donc j'ai eu des crèmes corticoïdes, mais bon, ça n'avait pas trop d'effet. Du coup, je suis passée au gel aloe vera qui était beaucoup plus naturel et donc là a été radical. Et je continue à en mettre parce que j'ai des démangeaisons, donc je suis sous Aerius. Mais voilà, c'est gérable, quoi. J'ai quelques kystes de temps en temps qui apparaissent, mais voilà, je trouve des solutions pour y remédier, donc c'est très gérable. J'ai eu une grosse perte de cheveux aussi, quelques mois après Kaftrio. Voilà, on trouve des solutions aussi. Vous voyez bien que j'ai retrouvé ma masse, donc tout va bien. Quoi d'autre encore? J'ai eu par exemple, comment ça veut dire? C'est une sciatique.
On est quelques-uns à en avoir, mais on ne sait pas si c'est dû à Captrio, si c'est dû à autre chose. Enfin voilà, on est vraiment en questionnement en fait, savoir ce qui nous arrive nous. On est quand même pas mal de monde à avoir ce genre de problème, chose qui d'habitude on n'a pas de ce genre de soucis. Donc voilà, on se pose des questions vis-à-vis des effets secondaires qu'on a, qui ne sont pas forcément mentionnés par Vertex. Voilà, on est en même temps des cobayes quelque part, parce qu'on est les premiers à avoir ça, on est les premiers à vous faire un retour aussi. Donc bon, voilà, il faut bien aussi qu'il y a du monde qui passe par là et qu'on mentionne les choses à régler. Mais en globalité, voilà, c'est quand même c'est quand même un traitement incroyable, quoi. Pour ma part, j'ai plus d'oxygène, j'ai pu tout de suite quasiment, tout de suite, j'ai pu demander à avoir de l'oxygène. La kiné, c'est exactement pareil, même si je garde quand même la kiné un minimum. Je fais du sport, donc c'est vrai que ça compense aussi. Et surtout, bah voilà, le fait de me lever, de m'habiller, de me coiffer, voilà, des choses au quotidien, je ne suis plus essoufflée. Donc c'est vraiment agréable et je peux profiter de la vie à fond, quoi. Et ouais, c'est quelque chose, et j'espère que vraiment que ça va sortir assez vite en France parce que on n'oublie pas ce qu'on était avant et même si ça reste au fond de nous, mais on a des projets qui s'installent professionnellement, familialement, enfin voilà, et on veut que ça continue, quoi. Il n'y a pas de raison non plus. Donc voilà, en gros, ce que je peux dire, c'est vrai que j'ai tellement de choses à dire, mais je vais laisser aussi place à Germain qui a aussi tout autant de choses que moi à exprimer. Merci Tiffane pour ce témoignage très positif, encourageant et je pense qu'il donne beaucoup d'espoir à pas mal de patients atteints de mucoviscidose. On va donner la parole à Germain. Germain, est-ce que tu viens nous partager également ton expérience CAF Trio avec nous? Mais bonjour à tous, donc moi je m'appelle Germain Pouc, j'ai 30 ans, je suis hétérozygote, j'ai la Delta F508 et je suis avec une mutation 3183 AA en G. J'ai eu la chance, alors moi je suis suivi à l'hôpital Cochin de Paris avec le professeur Burgel. J'ai eu la chance d'avoir le meilleur cadeau de Noël, je pense, par le service en 2019, car ils m'ont appelé le 27 décembre pour me dire que j'avais été validé pour le CAF Trio par Vertex. Alors j'ai fait partie des tout premiers en France, je pense. Et j'avoue que c'est sûrement le meilleur cadeau que j'ai de ma vie et qu'il restera pour longtemps, en tout cas pour le moment. J'ai pu débuter moi le traitement le 17 janvier, je crois, 2020. Alors avant, j'étais depuis 4 ans hyper dégradé, c'est-à-dire que j'étais avec Véni la nuit, j'avais l'oxygène aussi à l'effort et la nuit. J'avais une cure intraveineuse constante depuis au moins 4 ans, où on ne faisait plus du tout de pause, parce que comme Tiffen, ben, dès que je faisais une pause de quelques jours, je me redégradais beaucoup. Euh, J'avais 19% de VMS, je toussais énormément, j'étais hyper sécrétant par contre moi. Je faisais des hémoptysies assez fréquentes, j'avais été embolisé 2 fois d'ailleurs. De la kiné tous les jours, bien évidemment. Alors, la seule chose que je n'avais pas, c'était des aérosols, parce que les aérosols avaient tendance à me provoquer des hémoptysies, donc du coup, on avait mis ça de côté. En gros, je passais avant CAF Trio à peu près 6-7 heures de soins par jour, notamment par les perfs, puisque j'avais 3 heures de perfs par jour, plus la kiné, plus voilà, donc ça faisait à peu près 6-7 heures quand ça allait bien. Donc quand je me dégradais, j'augmentais forcément la fréquence de kiné-respi qui faisait que ben, ça augmentait aussi les temps de soins. Euh, Dès que j'ai commencé le traitement, en fait, j'ai essayé de tenir un journal de bord pour essayer de me rappeler tous les effets, pour ne pas en parler notamment. Et assez bizarrement, au bout du 5e jour, j'ai arrêté mon journal de bord parce que j'écrivais seulement RAS, parce que j'avais plus rien à dire, comme j'étais déjà bien. Enfin, j'avais arrêté de tousser. J'ai pas eu le système de purge au début, vu que j'étais hyper sécrétant. En fait, je n'ai pas remarqué de différence là-dessus. Par contre, dès les premiers jours, j'ai arrêté de. Enfin, je pense que c'est à J3 à peu près. J'ai arrêté de tousser ou quasiment plus. Les sécrétions étaient fluides, c'est-à-dire que le peu que je sortais avant, j'avais des grosses quintes. J'arrivais à faire à tomber dans les pommes pour certaines fois parce que les quintes étaient assez fortes. Après, enfin, j'avais même pas sentiment de tousser, que ça sortait directement. Les textures du mucus aussi avaient changé, la couleur pas tellement, mais surtout la texture. Le début, sinon, j'ai pas eu trop d'autres problèmes. J'avoue que là-dessus, j'ai été assez tranquille moi, sur mon début de CAF Trio.
J'ai pas eu plus d'appétit puisque j'avais déjà énormément d'appétit, euh, contrairement à ce que certains peuvent vivre. J'avais un IMC de 21 quand j'ai démarré le traitement. J'avais faisais 66 kilos, je crois, à peu près. Donc là, maintenant, je peux vous faire un bilan à 1 an et demi quasiment de Kaftrio, vu que j'ai eu mon bilan la semaine dernière avec le professeur Alcochin. Donc, j'ai un VMS actuel de 32%, ce qui fait que j'ai pris 13% de VMS, en sachant que pendant très longtemps, malgré tout, je suis resté à 20%. C'est-à-dire qu'il y a seulement ce bilan-là où j'ai un VMS qui est remonté. À un mois de traitement, j'étais à 30%. Après, j'ai rechuté au niveau de VMS à 20%. Pour quelle raison? Ben, on ne sait pas. Je n'étais pas plus encombré, je n'avais pas plus de symptômes ni rien. Et là, c'est vrai que ben, ce coup-ci, à l'UFR, la joie de revenir sur les 32% un peu inespérés depuis très longtemps. L'autre fait marquant, c'est qu'on a pu faire un test à la sueur, enfin de la sueur, pardon. Et j'étais à 93 au début, enfin avant le Kaftrio. Et après un an et demi de Kaftrio, je suis à 57 de test à la sueur. Donc après, à l'interprétation, je ne sais pas, je laisserai le professeur s'il veut en parler là-dessus. Mais moi, en tout cas, ce que je retiens surtout de Castrillo, c'est que bah, plus de tout. Alors, effectivement, j'ai pris 10-12 kilos. Je suis passé à un AMC de 26 maintenant. Alors, je m'en serais un peu passé, mais j'avoue que c'est aussi de ma faute puisque je ne fais pas attention à mon alimentation. J'ai un peu de mal à me remettre dans le bain de la population sans mucoviscidose parce qu'on a été habitué depuis tout jeune enfant à manger tout ce qu'on voulait quand on voulait. Et là, en fait, bah, il faut apprendre à manger tout simplement, je dirais. C'est pas forcément évident parce que voilà, on est un peu conditionné au début, mais voilà, après, moi, j'ai plus de tout. Je marche 6 km assez régulièrement sans aucun problème. Je n'ai plus de VNI, je n'ai plus d'oxygène depuis juillet 2020. Et le fait le plus marquant, et c'est ce que, au début, quand j'ai commencé le Kaftrio, j'avais un petit rêve, entre guillemets, c'était de pouvoir faire des pauses antibio de perf au moins de 10 jours. J'ai dit, pour moi, 10 jours, c'était énorme. Ça m'aurait permis de reparler de cure, en fait. Et il se trouve qu'à quasiment J30 de traitement au mois de février, j'ai arrêté les perfusions du jour au lendemain. Alors, pour faire un test, d'abord, on était parti sur quelques jours. Et en fait, comme ça s'est bien passé, on a espacé, enfin, on a retardé le redébut de perf. Finalement, j'ai attendu 7 mois avant d'en refaire. J'ai refait une cure de 15 jours au mois de septembre pour essayer de voir si j'avais des effets ou pas qui allaient encore améliorer les choses. Chez moi, ça n'a pas été super bénéfique. Enfin, en tout cas, on n'a pas vu beaucoup d'effets sur ces 15 jours de perf-là. Et depuis, ça fait 9 mois que j'ai toujours pas de perf et qu'il n'est toujours pas envisagé de remettre des perfs parce que je vais plutôt bien, je suis au meilleur de ma forme. J'ai plein d'énergie, même si dans les effets secondaires Kaftrio, j'ai plutôt eu tendance à avoir des insomnies assez vite, qui sont toujours présentes. J'ai toujours quelques soucis de sommeil. Mais voilà, la journée, même si je dors que 6 heures ou 4 heures dans la nuit, j'ai plein de formes dans la journée, donc c'est le principal surtout. J'ai plus du tout d'hémoptysie depuis que j'ai commencé le traitement. J'avais aussi pas mal de douleurs articulaires avant, si tu veux, au niveau des phalanges, des doigts, des poignets et des genoux, que je n'ai plus du tout depuis le début du Kaftrio. J'ai en effet secondaire un petit peu d'acné, notamment là, depuis 2 jours. Je pense que c'est la joie d'avoir le live Facebook, ça m'a fait sortir les boutons, c'était cool pour l'occasion. Et sinon, j'ai un peu d'hypertension a priori qui est apparue avec le traitement, je pense. Les enzymes hépatiques étaient légèrement montées à 15 jours de traitement, mais ça s'est stabilisé tout seul, sans avoir besoin d'adapter les doses ni rien. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai perdu un petit peu les cheveux, mais pas beaucoup. C'est pareil, comme Tiffen, j'ai encore assez de masse. Le poids, je ne le mets pas forcément comme un effet secondaire personnellement, parce que c'est plutôt un effet collatéral, c'est-à-dire que notre corps n'a plus besoin d'énergie. Donc, forcément, vu qu'on continue d'en apporter beaucoup en mangeant, je pense qu'on stocke tout simplement, comme tout le monde. Je pense que pour moi, le plus bénéfique aussi, ça reste l'atout, parce que quand on est atteint de mucoviscidose, je pense que le plus difficile, c'est à chaque fois qu'on tousse, parce ça nous rappelle qu'on est malade, en fait, tout simplement. Et c'est un peu le signe extérieur de la maladie, c'est-à-dire qu'on va avoir des toux assez particulières. Et depuis, comme je ne tousse plus, déjà, j'ai plus d'énergie, parce que ça consomme énormément d'énergie de tousser. Et là, je ne tousse plus, donc c'est bien. En public ou autre, voilà, on n'est pas montré du doigt ou regardé de travers parce qu'on tousse.
Et puis, on a plus ce rappel constant de dire, ben voilà, tu es malade parce que tu tousses ou tu t'étouffes. Voilà. Et ça, j'avoue que c'est le plus confortable et que je souhaite très vite à tout le monde de pouvoir le vivre parce que c'est le plus important et d'avoir accès pour ceux qui peuvent avoir accès, effectivement, au plus tôt. Et parce que aussi intellectuellement, ça libère beaucoup de poids. C'est-à-dire que moi, avant, je vais aborder le dernier point qui est peut-être un des points importants, c'est le côté psychologique peut-être de l'impact que ça peut avoir dans une vie de malade. Personnellement, étant très dégradé, le matin, je me levais. La seule chose que je programmais, c'était combien de temps je vais mettre pour aller à mon canapé pour prendre mon petit-déj. Qu'est-ce que je vais faire à manger à midi pour pas trop, pas trop être étouffé. Pour la toilette et les soins, c'est pareil. La journée, c'était rester dans le canapé parce que pas d'énergie et puis de toute façon, j'étais essoufflé et autres pour faire autre chose. Et en fait, après, on était content d'aller au lit pour dormir et repartir sur la même journée. On ne se projette pas, on n'a pas moi, je ne prévoyais pas de vacances, je ne travaille pas, je ne peux pas travailler à l'époque. Donc, c'est vrai que la vie est compliquée. Et depuis le CAF Trio, en fait, je me réapprends à refaire des projets, à partir sur du long terme, essayer de trouver des endroits pour partir en vacances. Bon, il y a eu le Covid qui est arrivé, donc ça a un peu fait tomber les plans à l'eau. Mais voilà, c'est vrai que ça permet de revoir l'horizon loin et c'est tellement agréable à vivre cela. Merci beaucoup, Germain, pour ton témoignage. Comme tu disais joliment, c'est un très joli cadeau de Noël. Je pense que tu as eu énormément de bien, une amélioration en tout cas de la qualité de vie, malgré quelques effets indésirables. On sent que vraiment ça a changé énormément, en tout cas dans ton quotidien. Donc, comme on a pu voir, vraiment, il y a énormément de bénéfices avec le témoignage de Tiffaine, Germain et de l'étude du docteur Burgel. Ça améliore vraiment considérablement la qualité de vie des patients. Ça concerne à peu près 80% de la population, en tout cas, de patients atteints de mucoviscidose. Malheureusement, ce traitement n'est toujours pas commercialisé en France. Pierre, est-ce que vous pouvez justement nous préciser les actions que l'association met en place pour faire avancer, en tout cas, le processus de commercialisation? Je dirais qu'il n'est pas facile de s'exprimer après deux témoignages aussi forts, ceux de Tiffaine et de Germain. Et comme j'entendais que Tiffaine était maman, j'imagine que votre enfant, Tiffaine, lui aussi se souviendra longtemps de l'arrivée de CAF Trio à la maison. Oui. Oui, ça, je n'en doute pas. C'est une manière aussi de retrouver une forme de dignité. Merci aux travaux de recherche qui ont abouti à ce résultat vraiment spectaculaire. Alors, ça fait plus d'un an que l'association est à la manœuvre et il faut se souvenir qu'au niveau européen, les associations de patients ont joué un rôle important pour gagner du temps et obtenir une autorisation de mise sur le marché plus rapide que ce que l'on avait imaginé grâce à la pression forte qui a été exercée sur l'Agence européenne du médicament avec une bonne coordination de toutes les associations de patients européens. L'AMM a été octroyée le 21 août. Alors, il est vrai cependant que les patients porteurs d'une mutation dite résiduelle n'étaient pas inclus dans l'AMM à ce stade. Il faudra attendre probablement la fin de l'année pour que tous les patients de plus de 12 ans porteurs d'au moins une mutation 508 puissent être éligibles. Alors, dans la foulée de l'AMM, la HAS a délivré une évaluation très élogieuse du CAF Trio. VLM y avait pris sa part. Et là encore, la procédure a été rapidement menée, mais il aura fallu attendre près de 3 mois avant que ne débutent les négociations entre Vertex et le CEPS. Alors, le CEPS, c'est le Comité économique des produits de santé. C'est l'instance, Bercy pèse lourdement sur le CEPS, hein, l'instance chargée de fixer le prix des médicaments. Et donc, les négociations ont débuté pour fixer le prix à la fois du CAF Trio et du Symkevi. Et ce sont des négociations ultra secrètes en France comme dans tous les pays d'Europe. Nous savons cependant que plusieurs centaines de millions d'euros vont être en jeu chaque année pour la sécurité sociale. Alors, aujourd'hui, pour ce Facebook Live, ça fait 927 jours qui se sont écoulés depuis l'AMM européenne de Symkevi et 290 jours depuis celle du CAF Trio.
alors que 8 pays européens, au fil du temps, ont accepté le remboursement du médicament et par là même sa délivrance aux patients, alors délivrance à tous les sens du mot. Le Danemark, l'Irlande, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Slovénie, la Suisse, la Finlande et le Luxembourg. Donc la France ne brille pas par sa réactivité, ni Vertex par son sens de la mesure. Depuis le début de l'année, nous avons des contacts réguliers, soutenus, quasi hebdomadaires avec les différentes parties à la négociation, le laboratoire Vertex, le CEPS donc, le syndicat de l'industrie pharmaceutique, le ministère de la Santé, le Premier ministre. Nous associons systématiquement à nos démarches l'association Grégory Le Marchal, ce dont il nous remercie chaleureusement et ce qui nous a beaucoup rapprochés, vous l'imaginez. Alors, quel est le climat qui préside aujourd'hui aux négociations? Tant Vertex que le CEPS via le ministère nous laissent à penser que nous entamons la fin de la négociation avec un écart de proposition de prix qui s'est bien resserré. La négociation est qualifiée de dynamique par les deux parties des forces en présence, on va dire, et avec des retours entre Boston et Paris qui sont rapides. Je dis Boston parce que, bien évidemment, c'est le siège de Vertex qui est décisionnaire. Nous avons de bonnes raisons d'espérer que la négociation puisse aboutir rapidement, peut-être même à la fin de ce mois, mais cela relève de l'art de lire entre les lignes. C'est vraiment pas simple pour nous. Nous avons en tout cas pris le parti en responsabilité de ne pas communiquer sur nos multiples interventions jusque-là pour éviter de mettre de l'huile sur le feu. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, semble lui-même suivre de très près le dossier, ce d'autant qu'approchent les présidentielles 2022 et que la France va prendre la tête de l'Union européenne au 1er janvier prochain. Or, les maladies rares ont été érigées comme priorité du volet santé de la présidence française. Par ailleurs, le laboratoire Vertex avait pris, lui, le parti de ne pas recourir à ce qu'on appelle l'ATU de cohorte, qui aurait impliqué de pouvoir traiter tous les patients éligibles, seulement l'accès compassionnel dont viennent de nous parler Germain et Tiffaine, ce que l'on appelle l'ATU nominative. Si l'ATU de cohorte avait été activée, comme Vertex l'avait fait pour l'Orkambi, les patients n'auraient pas eu le sentiment d'être pris en otage comme ils le sont de fait aujourd'hui. Donc il faut comprendre que notre position est délicate. Nous sommes un peu des funambules en devant faire preuve vis-à-vis du CEPS et de Vertex de notre totale indépendance. La position de monopole qu'occupe de fait Vertex, les patients australiens l'ont payé très cher. Les négociations de fixation du prix ont échoué. Vertex a quitté la table des négociations et l'association australienne nous a envoyé un message plus que touchant le 26 avril dernier, dénonçant les prix exorbitants exigés par le laboratoire. Et ça doit nous servir de leçon pour nous positionner de bonne manière pour éviter, encore une fois, de faire capoter les négociations. Notre conseil d'administration a voté le 29 mai, donc il y a quelques jours, le principe d'une mise en demeure, pour ne pas dire un ultimatum. Si les négociations n'aboutissent pas avant le 1er juillet, nous mettrons sur la place publique la perte de chance pour près de 3 000 puis de 5 000 patients lorsque l'AMM aura été étendue. Le courrier au CEPS, à la direction générale de Vertex, au ministre est parti il y a 5 jours. Cette menace de plaidoyer est prise très au sérieux par les deux parties. Ce plaidoyer va comprendre, et vous pouvez admettre que je ne vais pas rentrer dans le détail, va comprendre un volet judiciaire, un volet média que je crois assez violent, mais à la hauteur de la violence subie, une interpellation des parlementaires, et sans attendre, nous allons lancer à compter du 10 juin
une pétition et des témoignages patients quotidiens sous forme de vidéos courtes. Et si des patients qui nous voient et nous écoutent en ce moment sont partants, qu'ils se manifestent auprès des équipes de Paola ou de la direction communication. En tout cas, j'en appelle au sens des responsabilités de chacun. Les informations que je viens de partager, je pense qu'il est important de les conserver entre nous, en espérant pouvoir prochainement sabrer le champagne, mais vous l'aurez compris, rien n'est fait encore. Merci Pierre pour ces précisions sur la commercialisation. Comme Germain, on croise les doigts que ce soit quand même commercialisé rapidement. Donc on l'entend, hein, de nombreuses actions sont en cours pour faire avancer les choses. Voilà, on reste mobilisé en tout cas pour faire commercialiser au plus vite ce traitement. Une action de plaidoyer aussi menée, donc on y reviendra, mais on vous informera très prochainement. En termes de recherche, Paola, il y a un essai de phase 3 qui est en cours, justement. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur les prochains développements cliniques? Oui, bien sûr, très rapidement pour laisser la place aux questions ensuite. Kaftrio ne sera pas le dernier modulateur développé. La recherche avance aussi sur ce terrain. Vertex notamment, hein, on parlait de monopole, hein, encore Vertex va proposer une phase 3 avec une nouvelle trithérapie. Pourquoi? Parce qu'ils espèrent avoir une trithérapie qui soit plus efficace encore que Kaftrio, peut-être avec moins d'effets indésirables et en tout cas plus facile à prendre dans les prises. Le principe est toujours le même, combiner 2 correcteurs à un potentiateur, sauf que le potentiateur qui est dans Kaftrio, l'Ivacaftor qui doit être pris 2 fois par jour, et bien, le nouveau potentiateur, lui, il se dégrade moins vite, donc il peut être pris une seule fois par jour, comme les 2 autres molécules, donc les 2 autres correcteurs de la combinaison. Donc voilà, on attend avec espoir aussi cette nouvelle trithérapie dont l'efficacité et les effets indésirables éventuels seront comparés à ceux de Kaftrio. Donc ce ne sera pas proposé avec un placebo, mais la comparaison sera faite avec Kaftrio. C'est une phase 3 qui devrait se dérouler dans plusieurs pays européens, dont la France. Actuellement, tous les centres français ont été contactés pour ce qu'on appelle la faisabilité chez eux. Ils ont tous répondu, mais on saura vers la fin de l'année quels centres vont pouvoir participer à cet essai qui devrait commencer l'année prochaine. Voilà pour ce qui est de la perspective de cette phase 3. Bien entendu, après la recherche avance. J'ai vu qu'il y a des questions sur cela. Peut-être on les développera ailleurs que dans ce live qui va être vraiment focalisé sur Kaftrio. Mais vous pouvez toujours poser des questions sur l'adresse recherche-vaincrelamico.org. Merci Paola pour ces précisions donc, sur cette phase 3 qui est en cours de développement. Avant de passer aux questions-réponses, on a reçu énormément de questions. Pierre, est-ce que vous voulez bien dire un petit mot pour les patients qui ne pourront pas bénéficier de Kaftrio, justement? Oui, lorsqu'on veut bien se mettre à leur place, c'est assez douloureux d'entendre, enfin douloureux. Solidairement, tout le monde comprend l'intérêt de pouvoir disposer d'un médicament révolutionnaire comme le Kaftrio, mais quand on n'est pas éligible, ce doit être assez douloureux. Donc on est très mobilisés, et les équipes de Paola, les premières, hein, pour faire en sorte que les travaux de recherche prennent en compte de façon prioritaire les recherches à impact patient pour environ 2000 patients, 900 greffés et 1100 qui ne sont pas éligibles par leur mutation, qui ont tout à espérer des futurs travaux menés
Côté greffe pulmonaire, c'est en train de bouger. Je participais ce matin avec Paola à un échange tout à fait intéressant sur des approches un peu différentes pour les transplantés pulmonaires. Et puis, pour les patients qui n'ont pas de mutation éligible au modulateur, on voit bien d'abord que des patients non porteurs de mutation 508 pourraient bénéficier du Kaftrio. Il y a une AMM qui a été octroyée aux États-Unis pour un petit nombre de patients, et c'est très intéressant parce que ça va nécessairement concerner l'Europe dans un second temps, et qu'on a le bon espoir que ce nombre de mutations s'élargisse. Et puis, effet collatéral de la pandémie de Covid, les biotechnologies d'ARN messager se sont spectaculairement développées, et ces technologies d'ARN messager pourraient permettre de trouver des solutions pour des patients aujourd'hui n'entrant pas dans les critères des modulateurs CFTR. Donc, on est fortement mobilisé et il est hors de question de laisser des patients en bord du chemin. Merci Pierre. Donc voilà, on a résumé, en tout cas, on a essayé de résumer Kaftrio et toutes les informations importantes pour ce Facebook Live. Je vois qu'on a reçu énormément de questions. Je vais les reprendre dans l'ordre petit à petit. On va essayer de faire une réponse assez courte pour pouvoir répondre à un maximum de personnes. Tout d'abord, par rapport à l'étude qui a été présentée par le docteur Burgel, on nous demande s'il faut avoir une capacité respiratoire dégradée pour bénéficier de ce médicament, ou peu importe son état de santé pour y avoir droit. Alors, la réponse est simple, peu importe la fonction respiratoire, puisque les essais cliniques ont été faits chez des patients qui avaient une fonction respiratoire relativement préservée et que le traitement était efficace, et que dans l'autorisation temporaire d'utilisation, par définition, compte tenu des critères, ça s'adressait à des patients qui avaient une maladie très sévère et une fonction respiratoire très basse, et que les faits étaient tout à fait comparables. Donc, les autorisations de mise sur le marché ne font pas mention d'un niveau de fonction respiratoire, et le traitement est pour tout le monde, pourvu que les mutations soient éligibles. Si je peux prolonger, la Haute Autorité de Santé a écrit clairement que le Kaftrio, pour les patients éligibles au titre de la mutation, devait être prescrit d'emblée. Donc, ça veut dire que demain, un patient qui a un VMS à 95% sera parfaitement éligible au Kaftrio si par chance, il est porteur, chance, on se comprend, d'au moins une mutation 508. Et on peut ajouter à ça qu'un patient, par exemple, qui a 2 mutations delta F508 et qui est sous Orkambi, ou qui serait éligible à l'Orkambi, le médicament de référence sera le Kaftrio. Ce ne sera pas l'Orkambi. D'ailleurs, on nous pose une question à ce niveau-là. Quelle serait l'amélioration du VMS avec le Kaftrio si on est déjà sous Orkambi? Est-ce que c'est une question? Ouais. C'est une très bonne question. Je suis passé un petit peu vite par souci de simplification tout à l'heure. J'ai dit que le gain de fonction pulmonaire était de 15%. Il est effectivement de 14 ou 15% chez les gens qui n'avaient pas de traitement modulateur. Et chez les gens qui avaient déjà de l'Orkambi ou son équivalent qui n'est pas disponible vraiment en France, qui est le Symkevi, par rapport à un placebo, on gagne avec l'Orkambi ou le Symkevi 4%. Et par rapport à l'Orkambi ou au Symkevi, on gagne encore 10% supplémentaires. Donc, on retrouve les 14% ou 15% de gains par rapport à l'absence de traitement. Et au niveau des infections chroniques sinus, est-ce que vous avez eu des retours par rapport à ça? Alors, la question est un tout petit peu compliquée. En termes de symptômes, oui, il y a une amélioration. Il y a des gens qui avaient le nez bouché, qui avaient des pertes d'odorat, qui avaient le nez qui coulait, qui avaient des douleurs, des maux de tête, des choses comme ça. Les symptômes ont tendance à s'améliorer. On n'a pas encore énormément de données, mais là, je vous fais part un peu d'expérience personnelle. Après, le côté infection, de plus en plus, on est en train de voir que ces médicaments ne sont pas des antibiotiques, que les bactéries persistent, et que oui, les symptômes diminuent beaucoup, et que oui, Tiffaine et Germain l'ont dit,
il y a besoin de beaucoup moins d'antibiotiques, mais il n'est pas sûr qu'il y ait besoin de plus du tout d'antibiotiques. Et très probablement, on est amené à faire des antibiotiques, que ce soit des antibiotiques en comprimé ou même parfois des cures d'antibiotiques intraveineuses chez des patients sous Kaftrio. Bien sûr, beaucoup moins qu'avant. Moi, par contre, j'ai plus d'odorat depuis quelques années. Malgré Kaftrio que j'ai depuis 1 an et demi, je n'ai pas retrouvé mon odorat. Après, voilà, j'ai l'habitude, donc ça me pose pas de soucis, mais je sais qu'il y en a d'autres qui ont pu récupérer ne serait-ce qu'un petit peu d'odorat, donc c'est tout à fait possible, ouais. Est-ce qu'on peut également avoir... Oui, Pierre Dr Bourget. Non, j'allais dire, ça dépend sans doute de mécanismes différents de perte de l'odorat, comme il peut y avoir des mécanismes différents de baisse de la fonction pulmonaire et donc des gains de fonction pulmonaire qui peuvent différer d'un patient à l'autre. J'ajouterais qu'on peut se faire vacciner quand on est vacciné contre le Covid quand on est traité par Kaftrio. J'ai vu passer une question là-dessus. Et je voudrais revenir sur la question très sensible de quels seront les patients qui pourront accéder au Kaftrio. Pierre-Régis a parfaitement répondu, mais tout le monde peut comprendre, en responsabilité à nouveau, que les 47 CRCM ne vont pas pouvoir du jour au lendemain donner accès à 3000 patients au Kaftrio. Donc il faudra comprendre que ce seront les patients les plus... Ça va réclamer quelques mois, hein, bien sûr, pas plus que ça, dans le scénario favorable, hein, où le médicament va être rapidement accessible, mais il faudra comprendre qu'il faudra, là encore, que nous établissions, nous, un petit ordre de priorité pour que les patients qui sont aujourd'hui les plus près des critères de l'ATU, mais qui n'y ont toujours pas droit, soient considérés comme prioritaires. Merci pour ces précisions. On a encore d'autres questions qui arrivent, notamment sur les effets secondaires. On nous demande si on peut avoir du diabète sous Kaftrio, par exemple. Alors, là aussi, il y a plusieurs aspects dans la question. Est-ce que le Kaftrio induit du diabète? Clairement, non. Est-ce que le Kaftrio change les choses chez des gens qui ont un diabète, qui sont déjà sous insuline, par exemple? Sur les quelques données préliminaires qu'on a, il ne semble pas que le diabète disparaisse. Il semble même qu'il puisse y avoir parfois des augmentations des besoins en insuline, simplement parce que l'alimentation parfois est différente aussi. On peut manger plus, absorber plus les aliments. Il y a tout un tas de choses qui peuvent jouer. Donc, ça n'induit pas de diabète. Ça ne fait pas forcément disparaître un diabète qui existe. Et il y a une question qui est souvent posée, c'est est-ce que si j'ai du Kaftrio, ça va m'empêcher de devenir diabétique? Et alors là, clairement, on ne sait pas du tout, parce que le fait de devenir diabétique, c'est certes toujours un élément très, très, très embêtant, très nouveau, très préoccupant dans la vie d'un patient, mais il y a peu de nouveaux cas de diabète par an, donc ça va prendre un petit peu plus de temps pour qu'on sache si on voit moins de diabète apparaître ou pas. Et d'où l'intérêt, j'insiste encore une fois, de monitorer exactement tout ce qu'on fait, c'est-à-dire d'avoir un point de l'état de la maladie très précis avant de prendre le traitement et de suivre l'évolution d'un certain nombre de marqueurs de la maladie, que ce soit la fonction respiratoire, le poids, les effets indésirables, l'apparition du diabète, tout un tas de choses sous traitement. Et ça, si on veut le faire bien, ça prend un tout petit peu de temps. Ce n'est pas pour retarder les choses, mais comme disait Pierre, il ne suffit pas de prescrire le Kaftrio, de dire c'est 2 comprimés le matin, 1 comprimé le soir, et puis on commence comme ça, sans bilan, sans rien. Parce qu'en faisant ça, on risque de pas bien comprendre les choses et on risque même d'avoir des effets secondaires différents qu'on ne maîtrise pas, etc. Donc, il est très important qu'on reste sur cette logique d'évaluation en conditions réelles d'utilisation. Je peux apporter mon témoignage par rapport au diabète parce que je suis diabétique depuis de nombreuses années, une dizaine d'années. Et depuis que j'ai Kaftrio, j'ai considérablement diminué mon apport en insuline. Donc, je suis sous pompe. Et encore actuellement, je suis encore en train de modifier ma pompe parce que voilà, j'ai largement moins besoin d'insuline en cours de journée. Donc forcément, j'ai mes bolus que je continue à faire. Mais effectivement,
je me sens moins diabétique qu'avant, on va dire. Mais par contre, j'ai eu énormément d'hypoglycémie. C'est pour ça qu'on a diminué mon insuline. Et apparemment, ce que j'ai cru comprendre, ces hypoglycémies seraient dues quand même à Kaftrio. Après, je ne sais pas si... Non, un commentaire là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un sujet compliqué et c'est vrai que je n'ai pas donné cet aspect-là des choses. Le diabète ne disparaît pas. Par exemple, vous avez toujours besoin d'insuline. Après, les besoins en insuline, ils peuvent varier. Ils peuvent varier, j'ai dit tout à l'heure qu'ils pouvaient augmenter, par exemple chez des gens qui n'avaient plus d'appétit, qui retrouvent un appétit, qui mangent beaucoup plus et qui vont avoir des besoins d'insuline qui augmentent. Mais ils peuvent aussi effectivement diminuer parce que dans le cadre de la mucoviscidose, il y a une sécrétion d'insuline qui persiste, mais il y a aussi ce qu'on appelle une insulinorésistance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du fait de l'infection, de l'inflammation, de tout un tas de choses, l'insuline ne marche pas très bien. Et donc, on a besoin de doses plus importantes d'insuline. Et quand le Kaftrio arrive et qu'il y a moins de phénomènes d'exacerbation, d'inflammation, etc., on peut être amené parfois à diminuer les doses d'insuline. Et si on maintient les doses d'avant, comme l'insulinorésistance a diminué, l'insuline est plus efficace et on fait des hypoglycémies. Mais à ma connaissance, ce n'est pas le Kaftrio en lui-même qui donne l'hypoglycémie, c'est un effet indirect de diminution de l'insulinorésistance. Après, on est au balbutiement de la compréhension de tout ça. Et je pense qu'on comprendra mieux quand on aura là aussi colligé les données de beaucoup de patients dans la vraie vie. Il faut savoir que le diabète, c'est simplement de l'ordre de 20% des patients qui ont la mucoviscidose qui ne sont pas transplantés. Et donc, le diabète dans les essais cliniques, là aussi, on n'a pas énormément de données. On aura plus de données en vraie vie que dans les essais cliniques. Et l'on peut observer combien les effets du Kaftrio sont rapides. Vous l'avez dit, Tiffaine, en une prise, vous sentiez déjà une transformation spectaculaire. Et puis, ce que vient de dire Pierre-Régis, et ce que vous décrivez, hein, une régulation du diabète qui continue d'évoluer, alors que ça fait déjà un moment que vous êtes traité. Ça veut dire que les effets à moyen terme, cela, c'est en avançant qu'on va mieux les décrire, les comprendre, ce qui vous laisse espérer que du côté de l'odorat, peut-être qu'un peu plus tard, on peut espérer. Est-ce que également il peut avoir un problème avec ceux qui ont de la bilirubine? Alors, la bilirubine, il y a peu de patients avec la mucoviscidose qui ont une bilirubine spontanément élevée. Ça arrive dans certains cas de cirrhose un petit peu sévère. Ce qu'on sait avec le Kaftrio, c'est que le traitement peut faire monter la bilirubine. Alors, les bilirubines, il y a deux types de bilirubine. Il y a ce qu'on appelle la bilirubine conjuguée, la bilirubine libre. Le Kaftrio, ça fait monter la bilirubine libre, mais ce n'est pas vraiment un effet secondaire, c'est quelque chose d'attendu, c'est parce que ça joue sur certaines enzymes. Donc, si c'est juste sur les prises de sang, la bilirubine libre qui monte un petit peu, même parfois un petit peu plus qu'un petit peu, c'est habituellement pas très grave. On demande aussi qu'en est-il des bactéries résistantes ayant colonisé les poumons, style Pio aspergillus, est-ce qu'ils disparaissent? À ma connaissance, non, mais là aussi, on manque de données. Moi, j'ai une question à poser à Pierre-Régis. On a été impressionné par le nombre de grossesses observées en France comme autour de nous, sous traitement compassionnel. Qu'est-ce qui revient à un effet bénéfique du Kaftrio sur la fécondité? Qu'est-ce qui revient à un regain d'énergie et à l'envie inconsciente de construire de nouveaux projets de vie? Et qu'est-ce qui revient à des antagonismes entre les contraceptifs et le traitement? Ok. Je vais commencer par la troisième partie qui est l'antagonisme entre la pilule œstroprogestative, globalement la contraception orale, et les modulateurs de CFTR. C'est un effet qu'on connaissait très bien pour l'Orkambi. L'Orkambi, il n'y a pas de problème. C'est un médicament qui est dit inducteur enzymatique. C'est un peu technique, mais pas de problème. Globalement, quand on prend de l'Orkambi, ça inactive la pilule. Quand on prend du Kaftrio, ce n'est pas censé inactiver la pilule. On ne peut pas dire zéro, mais a priori, il n'y a pas vraiment d'effet. Par contre, pour tout le reste, je vais pas pouvoir répondre. Globalement, il faut demander
aux femmes qui ont eu des grossesses. On en a vu quelques-unes. Il y a actuellement, à ma connaissance, une quinzaine de grossesses en France sous Kaftrio. Ce qu'on peut en dire, c'est que les situations peuvent être différentes. Il y a des femmes qui n'avaient pas de contraception depuis très longtemps et qui, globalement, n'en avaient pas besoin, qui étaient manifestement avec une fertilité très faible et qui, quand elles ont pris le Kaftrio, n'avaient pas plus de contraception et se sont retrouvées rapidement enceintes. Ça, c'est des choses qu'on a vues. Il y a des femmes qui étaient sous œstrogestatif, mais une pilule, c'est vite oublié qu'on ait la mucoviscidose ou pas. Et parfois, ce n'est pas du 100% non plus. Donc, ça s'est vu. Et manifestement, le Kaftrio augmente la fertilité chez les femmes qui ont la mucoviscidose. Donc, attention. Après, est-ce qu'il faut que ça inquiète de mener à bien une grossesse sous modulateur? Les données qu'on a sont encore récentes, mais elles sont plutôt rassurantes. Et actuellement, même si c'est de la discussion au cas par cas, on est plutôt sur l'idée qu'il faut mieux mener une grossesse sous modulateur que sans modulateur, en particulier quand l'état de santé était très dégradé auparavant et que si on arrête le modulateur, si on arrête le Kaftrio, l'état de santé risque de se redégrader rapidement et de ne pas permettre la grossesse. Et dans l'état actuel de nos connaissances, administrer à des garçons à partir de 12 ans, on n'a probablement pas beaucoup d'espoir de récupérer une fertilité chez les hommes. Sur ce qu'on sait de l'infertilité chez les hommes, c'est une absence de ces petits canaux qu'on appelle les canaux déférents qui transportent les spermatozoïdes depuis l'endroit où ils sont fabriqués jusqu'à l'urètre. Et ces petits canaux, sur ce qu'on en sait, ils sont absents dès la naissance. Et donc, quand on commence le traitement à l'âge de 12 ans, il est très improbable qu'il y ait une modification anatomique, que ces petits canaux se remettent à proliférer. Et donc, a priori, pour ce qu'on en sait actuellement, le Kaftrio ne modifie pas l'infertilité masculine. Mais le Kalydeco, le premier des modulateurs, aujourd'hui, on peut l'administrer à des nourrissons de 6 mois. Dans quelques années, il n'est pas exclu que l'on puisse proposer de la trithérapie à des nourrissons. Et peut-être qu'il faudra reconsidérer la question à ce moment-là. Oui, absolument. Il y a des données animales sur des furets, avec même de l'administration in utero, donc avant, vraiment chez l'embryon de furet, avec des mutations de mucoviscidose, qui vont dans le sens que peut-être qu'il y a des choses réversibles, mais pour l'instant, en pratique clinique quotidienne, on est à des années-lumière de ça. Et pour l'instant, je crois qu'il faut retenir que le Kaftrio a un effet important sur l'infertilité féminine, mais pas réellement un effet sur l'infertilité masculine. Et si on pousse un peu plus loin, est-ce que le Kaftrio peut être accepté en parcours de FIV pour les garçons ou pas? Le Kaftrio en parcours de FIV pour les garçons, c'est-à-dire est-ce que le fait pour un homme d'être traité par du Kaftrio gêne un prélèvement de spermatozoïdes? J'aurais tendance à dire non. Il n'y a pas de contre-indication sur des effets éventuels du fœtus ou autre? Il n'y a aucun signal chez l'animal et très peu de données forcément humaines à ce jour, mais pas réellement de raison d'inquiétude. Mais c'est trop tôt pour le Après, comme pour tout médicament, on va surveiller les choses. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que les spermatozoïdes mettent à peu près 3 mois à se renouveler. Donc, ça veut dire que si on voulait qu'il n'y ait pas du tout d'effet du modulateur sur les spermatozoïdes, il faudrait arrêter le traitement pendant 3 mois avant le prélèvement de spermatozoïdes. Il y a des situations où ça semble possible, mais il y a des situations où ça semble plus risqué. On a des questions notamment sur la commercialisation de Kaftrio, sur éventuellement une date de fin d'année ou non espérée pour sa commercialisation. Si oui, qui serait concerné? Est-ce que ce seraient tous les patients mucos? Est-ce qu'on pourrait le commercialiser, le transmettre à des enfants qui seraient porteurs du gène? Voilà, on nous demande un peu plus de précision quant à sa commercialisation et à qui il serait vraiment destiné. Je pense qu'on a en partie déjà répondu, mais je vais y reprendre très sobrement. On peut raisonnablement espérer une commercialisation au début de l'été pour tous les patients de plus de 12 ans porteurs de 2 fois la 508 ou 1 fois la 508 et une mutation minimale.
On peut espérer qu'à la fin de l'année, tous les patients de plus de 12 ans porteurs d'au moins une mutation 508 puissent bénéficier de l'accès au Kaftrio. L'autorisation de mise sur le marché européenne a été octroyée le 28 avril dernier. Il faut maintenant le passage par les autorités françaises, mais je pense qu'à la fin de l'année, ça doit être… Et on peut espérer qu'en 2022, des patients français puissent bénéficier du Kaftrio dès l'âge de 6 ans. Le dossier de demande d'AMM a été déposé devant l'Agence européenne le 30 mai dernier. Et compte tenu du délai habituel, on peut espérer qu'au premier semestre 2022, les enfants de 6 à 11 ans, éligibles sur le plan de leur mutation, bien sûr, hein, toujours les mêmes, puissent accéder au traitement. Est-ce qu'on peut également connaître des mutations dont non S508, mais qui vont être probablement éligibles, en tout cas au Kaftrio aux États-Unis? Paola. Oui, alors, elles sont nombreuses, mais elles sont très rares. Elles ne sont pas forcément présentes en France, mais certaines, oui. Connaître la liste, je pense qu'elle est publique, mais connaître la liste aujourd'hui n'est pas une… disons, il faut pas s'y presser. Ce qui est sûr, c'est que l'association suit de près ce sujet et a déjà entrepris des échanges très ciblés avec Vertex. Si je peux m'exprimer comme ça, Pierre? Oui, tout à fait. Je vais en rajouter un peu en disant que c'est à la main de Vertex, ce que tout le monde peut comprendre. Or, pour des raisons d'agenda, je pense qu'il nous faut patienter pas longtemps, quelques temps, pour que ça puisse être traité. Et lorsque ce sera accessible, lorsque le sujet redeviendra d'actualité, on va mettre toute la puissance de feu pour que les patients français soient concernés. Juste un élément d'explication, pourquoi cette extension est improbable, tout au moins dans l'immédiat, en Europe, parce qu'elle a été obtenue sur la base de données in vitro, c'est-à-dire pas sur la base d'essais cliniques. Pourquoi? Parce que ces mutations sont trop rares pour mettre en place des essais cliniques. Mais l'agence américaine se contente, entre guillemets, de ces données in vitro, donc de laboratoire, pas chez l'humain, alors que l'EMA est beaucoup plus exigeante à ces niveaux-là. Cependant, les associations européennes ont bousculé l'agence européenne et parmi les patients français qui vont pouvoir bénéficier du Kaftrio, un certain nombre sont porteurs d'une 508 et d'une mutation qui n'aura fait l'objet d'aucune étude clinique. Donc, on voit bien que la culture de l'agence européenne, sous pression des associations de patients, est en train de bouger. On peut peut-être rappeler que dans les autres pays, le Kaftrio n'est pas pris en charge parce qu'on nous pose un peu la question de comment ça se passe dans les pays de l'Union européenne et peut-être pourquoi ce processus en France est aussi peut-être un peu plus long pour être commercialisé. Et aussi, on se demande s'il y a des concurrents à Vertex. Justement, est-ce qu'ils sont sur d'autres médicaments dans ce genre-là? Parce que voilà, ils ne comprennent pas pourquoi ils ont ce monopole, en tout cas sur Kaftrio. C'est d'abord le respect que l'on doit à leur département recherche et développement, qui ont su en quelques années faire avancer le dossier de manière remarquable. Je vais laisser à Paola le soin d'évoquer d'autres laboratoires qui sont dans la course pour dire que la majorité des pays européens, malheureusement, n'ont pas accès au Kaftrio, bien entendu. J'ai cité les 8 qui aujourd'hui ont permis par les négociations à leur solidarité nationale de pouvoir accepter le remboursement du médicament, mais ayons bien en tête que la grande majorité des pays européens aujourd'hui n'ont toujours pas accès à la trithérapie. La France en fait partie, j'espère, pour très peu de temps encore.
malheureusement, ça ira vite ma réponse parce que le monopole est bien là. Vertex a une longueur d'avance par rapport à ses concurrents. Il y en a plusieurs qui ont renoncé à développer des modulateurs parce qu'ils avaient obtenu des résultats pas assez satisfaisants. Il y en avait un, Protostasis, qui était bien avancé, qui nous plaisait bien, et malheureusement a été racheté, et le laboratoire qui l'a racheté ne poursuit pas le développement dans la mucoviscidose. Il y a encore le laboratoire AbbVie qui aurait potentiellement une trithérapie, mais il a l'air de s'être arrêté en phase 2, et donc il ne propose, à ma connaissance, à l'heure actuelle, il ne propose pas de phase 3. Donc, en phase 3, il n'y a que Vertex pour des modulateurs. Après, on ne parle pas de tout le reste, parce qu'il n'y a pas que les modulateurs. Il y a d'autres traitements qui ciblent la cause, qui ne sont pas des modulateurs, mais qui interviennent avant au niveau de l'ARN, comme disait Pierre, ou qui essayent d'escamoter la question CFTR pour passer par d'autres canaux. Alors là, il y a de la recherche soit fondamentale, soit préclinique, soit en phase 1 ou 1-2, comme par exemple le laboratoire Elox. Voilà, mais on pourra parler de tout cela dans un autre contexte, peut-être lors de l'Assemblée générale de l'association bientôt. On nous demande notamment, donc on a parlé du traitement de Kaftrio pour de nombreux patients, mais que malheureusement les patients greffés n'auront pas encore accès à Kaftrio. Est-ce qu'ils peuvent l'espérer, en tout cas en 2022 ou prochainement, accéder à Kaftrio pour ces personnes greffées? Alors, ce n'est pas une question de temps, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est une question de risque-bénéfice, parce que les modulateurs et aussi donc Kaftrio sont en interaction médicamenteuse avec les traitements qui sont vitaux pour les patients transplantés, donc qui sont des médicaments anti-rejet. Alors, on n'a pas de données, mais on commence à en avoir de plus en plus parce que ce rapport bénéfice-risque est favorable, par exemple, pour les patients transplantés hépatiques. Donc, la question de la mise sous traitement Kaftrio pour les patients traitement transplantés hépatiques se pose clairement. Les médecins sont ouverts au dialogue et il s'agira d'une décision partagée, parce que c'est une question de bénéfice-risque, comme je le disais. Pour les patients transplantés pulmonaires, ce n'est pas une question d'autorisation de mise sur le marché, c'est vraiment une question de rapport risque-bénéfice défavorable. Pourquoi? Parce que le poumon d'un patient transplanté n'a pas la problématique CFTR, parce que le CFTR est normal dans un poumon transplanté, et donc les bénéfices que Kaftrio apporte au niveau respiratoire ne sont pas tellement intéressants pour les patients transplantés pulmonaires, et le risque de perdre le greffon, par contre, est là. Pierre-Régis, en complément. Non, je pense que les choses ont été dites. Le bénéfice du traitement par Kaftrio, c'est un bénéfice qui est sur tout l'organisme, mais c'est vrai que le bénéfice majeur, c'est un bénéfice pulmonaire, parce que le pronostic de la mucoviscidose est largement lié aux manifestations respiratoires et à la survenue, ça a été dit tout à l'heure, d'une insuffisance respiratoire. Donc, chez les patients transplantés, on perd ce bénéfice sur le côté respiratoire parce que le Kaftrio a priori aucune raison d'avoir d'effet sur le poumon greffé. Après, la question, c'est sur le rapport bénéfice-risque, c'est est-ce que les effets extra-respiratoires l'emportent sur les risques? Avec l'Orkambi, par exemple, on sait que les bénéfices extra-respiratoires étaient présents, pas ultra importants, et qu'il y avait une interaction très forte avec les médicaments anti-rejet. Donc, c'était sans doute une mauvaise idée. Le Kaftrio, c'est un tout petit peu moins clair parce que l'interaction avec les médicaments anti-rejet est sans doute présente, mais elle est plus faible. Et donc, est-ce qu'à un moment donné, on considérera donner du Kaftrio à des patients transplantés? Peut-être.
Pour quel bénéfice, ça reste à prouver. On manque de données là-dessus. Il y a des discussions en cours là-dessus. Pour l'instant, on est sur du cas par cas et on peut retenir qu'il n'y a pas d'indication large au Kaftrio chez les patients transplantés pulmonaires. Peut-être que ça évoluera dans le futur, mais ça mérite d'être bien étudié, de bien peser le pour et le contre. Et si vous étiez dans cette situation-là, moi, je vous conseille surtout de vous rapprocher de votre équipe de transplantation et de discuter avec votre médecin. En tout cas, il faudrait des travaux spécifiques. Absolument. Est-ce qu'on a des études justement qu'on finance chez Vaincre la mucoviscidose concernant ces études d'organes ou de greffes? Alors, dans le cadre de l'appel à projet de Vaincre la mucoviscidose, la thématique transplantation est une thématique qui est considérée comme prioritaire. On a la chance d'avoir avec nous le soutien de l'association Grégory Le Marchal pour ces thématiques transplantation et aussi infection. Donc, bien entendu, on finance de la recherche sur la thématique de la transplantation. On espère pouvoir poursuivre et même développer, en particulier des études qui ciblent vraiment les patients transplantés. On a fait déjà beaucoup de progrès dans la transplantation elle-même. Maintenant, on veut apporter de l'amélioration chez les patients qui ont déjà eu une transplantation. On nous demande aussi si Kaftrio diminuera le risque d'attraper une bactérie ou alors pas du tout. Ça, c'est typiquement une très bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse. Habituellement, la question, c'est est-ce qu'en particulier, ça permet de diminuer le risque de colonisation à Pseudomonas, éventuellement à Staphylocoque. Là encore, c'est des événements qui sont très importants dans la vie d'un patient, mais c'est des événements qui annuellement sont relativement rares. Hein. Et donc, on va avoir besoin de plus de données, de plus de temps pour répondre à cette question qui est parfaitement légitime. Et une question qui sera d'autant plus pertinente lorsque de jeunes enfants pourront être traités précocement. Absolument. C'est sur l'aspect digestif. Donc une personne nous dit qu'elle note, d'après nous dire, qu'une amélioration de l'assimilation, donc du poids. Et est-ce que cela minore les douleurs, la prise de crayon, les effets éventuels d'occlusion? Ouais, moi j'étais sujette aux occlusions intestinales, j'en ai plus. J'en ai plus du tout, je suis largement moins constipée également. C'est très rare même. Et concernant parce que moi je suis sous Orobiol, donc je ne suis pas sous crayon, j'ai largement diminué. Avant je prenais 3 fois par repas du coup le crayon. Le Robiol, pardon. Et maintenant, j'en suis qu'à 1 fois par jour. Donc... Peut-être un complément là-dessus. Sur les occlusions, là, c'est de l'observation d'un certain nombre de malades qu'on a vus. On a l'impression qu'il y a moins de phénomènes occlusifs sous Kaftrio. Ça reste une impression pour l'instant. Sur la nécessité de prendre des enzymes pancréatiques, donc du crayon ou de l'Eurobiol, hein, c'est à peu près la même chose. Là, par contre, c'est beaucoup plus variable, mais on n'a pas vu à ce jour, en tout cas chez les patients de l'ATU, qui sont pour la plupart des patients adultes qui avaient une insuffisance pancréatique, des maladies sévères, etc., le fait de voir la nécessité de prendre des enzymes pancréatiques disparaître. C'est-à-dire que l'insuffisance pancréatique persiste. Et après, les choses sont un petit peu variables sur les doses de crayon ou de Robiol. Il y a des gens qui ont diminué, il y a des gens qui n'ont pas diminué. Et il y a quelque chose, moi, qui m'a beaucoup frappé, qui étaient les données qui avaient été sollicitées par la mucoviscidose l'été dernier pour alimenter le dossier de commission de transparence du Kaftrio, où les patients, il y en a, j'imagine, un certain nombre d'entre vous qui l'ont fait, devaient remplir un petit peu leur vision, leurs effets sur l'amélioration des symptômes. Et autant les symptômes respiratoires s'amélioraient de façon extrêmement claire, la toux, l'essoufflement, la nécessité d'oxygène, de tout ça, mais autant sur les symptômes digestifs, c'était beaucoup moins clair et beaucoup plus hétérogène. Et il semble qu'il y ait sans doute certains éléments des symptômes digestifs qui soient réversibles,
et d'autres qui le soient beaucoup moins. Merci, merci Dr Burgel. On a énormément de questions. Je pense qu'on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions. On va mettre en place une FAQ au sein de l'association. On va recenser toutes les questions et on essaiera de vous apporter. Une foire aux questions, peut-être. Pardon, une foire aux questions. Une foire aux questions sur le site internet pour répondre, pour vous apporter un maximum de réponses. On rappelle qu'on lance quand même une action de mobilisation, de plaidoyer. On a besoin de vos témoignages, donc en vidéo, en tant que patient, pour nous faire part en tout cas de votre espoir et de votre mécontentement par rapport à la non-accessibilité en tout cas du traitement. Pour ça, je vous invite, si vous êtes intéressé, à nous faire part de votre motivation à sbase@vinclamuco.org. On va le rappeler par écrit, en tout cas dans le post. Voilà, on espère en tout cas avoir répondu à un maximum de vos questions et de vos interrogations. Pour des questions personnelles, n'hésitez pas également à envoyer un mail à recherche@vinclamuco.org. Vous avez également la possibilité de revoir en replay ce Facebook Live et de pouvoir répondre en tout cas à vos questions. Merci Pierre, merci Paola, merci Dr Burgel, Tiffaine, Germain. Merci pour votre participation. On organisera prochainement un autre Facebook Live, je pense, avant la fin du mois, puisque ça nécessite, il y a beaucoup d'interrogations en tout cas sur ce sujet-là. On reviendra vers vous pour répondre à vos questions. Merci de nous avoir suivis et puis je vous dis à très bientôt. Une petite précision avant qu'on ne se quitte. Oui. Les témoignages que l'on attend, c'est évidemment des témoignages de patients qui ne sont pas sous Kaftrio, qui attendent bien sûr, impatiemment le Kaftrio. Et puis, un petit mot pour dire que ça va être très frustrant pour ceux qui nous écoutent et qui se sont manifestés par écrit que nous n'ayons pu répondre à toutes les questions, mais pour dire que pour nous 6 aussi, c'est vraiment frustrant de ne pas avoir de contact en direct avec la communauté qui participe au Facebook Live. Voilà. Merci à vous. Effectivement, c'est une nouvelle façon maintenant de communiquer. On espère se revoir tous prochainement en physique. Je vous dis à très bientôt et merci pour votre participation. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Ouais. Au revoir. Bonne soirée.